écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonsoir les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes avec Mustafa Kadeli, l'homme que l'on ne présente plus, spécialiste en tout. Il y a comme Mustafa. Là, spécialiste, j'ai mon domaine, mais bon, comme tous les historiens, on a la curiosité professionnelle pour parler des différentes époques, surtout par rapport aux histoires de récits. Donc, des fois, je m'incruste dans les domaines qui ne sont pas les miens, mais en respectant les limites des spécialistes, du fond parlant du conditionnel ou donner une idée sur le récit sur une période, mais pas forcément sur la période elle-même. Oui, et puis surtout la bonne volonté de venir nous rendre visite à chaque convocation, à y répondre avec célérité et avec une bonne volonté quant au partage de ses connaissances, qui fait que tu es un de nos podcasteurs préférés. Voilà. Merci Radio Gloire à toi. Gloire à Radio Ma'arif et aux gens qui sont derrière Radio Ma'arif, qui nous ont rapprochés avec beaucoup de monde et ont participé aussi moi-même à me rafraîchir la mémoire sur différentes périodes avec les collègues qui passent ou les révisions que je fais moi-même pour mes cours. Alors aujourd'hui, tu as une interro surprise. Le sujet est Mohamed El-Maqri. Le grand vizir. El-Maqri, c'est ça. Le grand vizir. 1852, né à Fès, mort à Rabat en septembre 1957. Donc c'est un centenaire. Pratiquement, oui, avec le... D'après les chiffres que j'ai là sur Wikipédia, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un 105 ans. À peu près, ouais. Voilà. Alors, il y a une rue, Mohamed Maqri à Casa, je pense. D'accord. Enfin, j'en suis presque sûr. Du côté de Racine, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quelqu'un d'important, qui a vécu 100 ans, qui a des grands vizirs. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Paraît-il que sa famille est originaire de Tlemcen, parmi les gens qui ont fui l'Algérie pendant l'occupation coloniale française. C'est sa famille qui a immigré, comme beaucoup d'autres familles, qui sont installées entre Oujda, Taza et Fès. Et donc, sa famille, Al-Maqri, on a un grand écrivain, Al-Maqri, également, Al-Maqarri, comme on le prononce, de Tlemcen, et qui nous a laissé aussi un ouvrage extraordinaire, Nafhatib, qui reprend un petit peu, qui compile l'histoire des dynasties passées et les événements auxquels il était contemporain, c'est-à-dire nous sommes entre la période saadienne et la période alawite. Donc sa famille s'installe à Fès, effectivement, comme beaucoup de familles originaires de Tlemcen et de l'ouest algérien qui ont fui l'occupation française, et il fait carrière à l'intérieur du Marzen. Il fait carrière à l'intérieur du Marzen puisqu'il occupe des fonctions très importantes, surtout depuis l'époque de Hassan Ier, il gravite autour du Marzen puisque c'était un lettré, il a fait des études et il gravit les échelons et il apparaît dans les radars vraiment d'une manière très importante. Dans la conférence d'Al Jazeera en 1906, il en fait partie. Et le chef de la délégation à l'époque, c'était l'Arbit Tarris de Tétouan, et il était accompagné par une délégation avec des scribes, des gardes, etc. On va arriver sur Al Jazeera, mais c'est à ce moment-là que le Maqri apparaît. Nous sommes en 1906. D'accord, il n'est pas encore vizir. Il n'est pas Non, pas encore. Une sorte de secrétaire. On est en train de parler de la carrière d'un grand commis de l'État. C'est comme ça qu'on le... Oui, voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on appelle à l'époque quelqu'un de lettré? C'est ça ma question, vraiment de façon basique. En termes de langue, ça s'étend à quoi? La langue arabe. D'accord. Donc, toute seule. C'est pas quelqu'un qui va parler espagnol ou anglais ou français. Plus tard, oui, le Maqri va apprendre le français plus tard. Justement, c'est ce qui fait un peu sa valeur ajoutée, si j'ose dire. D'accord. Il va apprendre le français plus tard. Quand on dit encore une fois qari, on parle de quelle matière? Le droit, j'imagine? C'est la formation qu'on avait dans la fameuse université al-Qarawiyyin, qu'on croit nous former que des fiqh et des ulama. Au fait, un fiqh, le fiqh, c'est l'équivalent de lettré, mtfiqh, arf. Il peut... عارف les choses de la religion, la science, la langue, كيقرا la langue, كيقرا الأجرومية, c'est-à-dire la grammaire, تيقرا شوية الشعر وتيقرا الكتابة. S'il veut faire une carrière dans le domaine religieux, il va devenir alim, c'est un créneau. Il va devenir scribe du mkhzen, c'est-à-dire soit secrétaire d'un sultan, chez un sultan, chez un qaïd, chez un pacha, chez un qadi, chez un adoul. C'est un autre système de formation lié à ce qu'on appelle taout taqt. Et puis c'est un apprentissage sur le tas, sur la manière avec laquelle il faut
pour rédiger les lettres marzaniennes, les correspondances marzaniennes. Donc, comme il y avait un service vraiment très important des correspondances marzaniennes, beaucoup de gens issus de la Qarawiyyin choisissent cette carrière, ce qu'on peut, l'équivalent un petit peu aujourd'hui des administrateurs qui sortent de l'école d'administration. D'accord. Absolument. Parenthèse sur le service du courrier, on sait aujourd'hui qu'à l'époque de Habib Mansour, il y avait un service de courrier très très important, avec même un système de codage. Oui. Un système de codage, bon, ça c'est... Oui. On n'est pas dans le sujet, mais... Non, Abdelhadi Tazi, on parle, on le soupçonne même d'écrire anti-Finar, le Mansour à ses enfants. C'est le système de codage par éthique. Oui, non, mais il y a même un système de vrai codage, c'est-à-dire complètement incraquable. Voilà. Tout à fait. Fin de la parenthèse. Revenons à Al-Maqri. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise la langue. La langue arabe. La culture religieuse. La diplomatie. Il l'apprend sur le tas, parce on ne devient pas diplomate, on apprend sur le tas, mais en tout cas, sa première apparition dans un événement fondamental, c'est cette conférence d'Algéras. On le voit bien sur la photo. On le voit bien sur la photo, que j'ai vue d'ailleurs, la vraie, l'original, où figure aussi le fils, je pense, de Madani ibn Nis. Le fameux Muhtasib de la ville de Fès, qui a subi Siba de la ville de Fès au temps de Hassan Ier. Exactement, voilà. Qui avait fui sur les toits. Tout à fait. Et s'était réfugié... dans le Farnachi. Le Farnachi de l'Hammam ou de l'Farran. Écoute, moi on m'avait parlé du Darih Djel Moulay Idriss, mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'il... Là, ça c'est la fin. Darih, c'est la fin, c'est-à-dire le lieu où il est intouchable. Voilà, et qui avait été donc l'objet du coup des... Voilà. Tout à fait. Donc cette conférence d'Al Jazeera où le Maqri, il est chef de la délégation? Non, l'arbitre Torres était le chef de la délégation, il avait à peu près 86 ans, très âgé, mais accompagné de fils de Madani ibn Nis, de Mohamed al-Maqri et d'autres personnalités. Je crois qu'ils étaient 4 Marocains qu'on voit sur la photo officielle autour de la table de réunion. D'accord. Mais on peut y reconnaître effectivement Torres, très âgé avec une grande barbe blanche. Oui. Maqri, il est reconnaissable également. Et donc à côté, il y a Bennis et quelqu'un d'autre, le quatrième, je ne sais pas. Ils vont négocier quoi, ces gens-là? C'était l'histoire après l'arrivée de l'empereur allemand Guillaume à Tanger, puis il pousse le Maroc à demander une conférence pour négocier et maintenir son indépendance. Et puis finalement, c'est tout le contraire qui arrive à Algésiras, où les puissances européennes plus les États-Unis se réunissent pour régler le sort du Maroc. Or, nous sommes déjà en 1906, c'est-à-dire après l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne en 1904. La Grande-Bretagne qui lâche le Maroc, il n'y a plus que l'Allemagne qui le soutient. Mais à la conférence d'Algésiras, comme la délégation marocaine n'arrivait pas à tenir et à défendre les intérêts des Marocains, je veux dire, l'Allemagne n'a pas trouver comment soutenir une délégation qui a du mal elle-même à se soutenir elle-même et à se tenir sa position. Est-ce que tu considères A, que c'est un échec des négociateurs, ou B, qu'on est dans une telle puissance de l'histoire que l'histoire est écrite et que peu importe à la limite les gesticulations qu'on aurait pu opposer à ce côté inexorable d'une forme de colonisation ou une autre, on a eu une forme qui s'appelle le protectorat. Quelle est ton analyse entre ces deux options ? Disons que jusque-là, on arrivait à naviguer entre les puissances européennes et jouer l'une contre l'autre. Comme les Saadiens. Comme les Saadiens, exactement. Sauf que le fruit était mûr parce que la France occupait l'Est et le Sud. C'est-à-dire l'asphyxie économique était déjà là. On avait la dette anglaise suite à la guerre de Tétouan. La France était au sud, la France était où? En Mauritanie, Sénégal-Mauritanie. Je veux dire, le commerce transsaharien, ça y est, il est complètement asphyxié et détourné par les Français pour l'Algérie, par le Maroc. C'est-à-dire, il y a une asphyxie du commerce transsaharien et ses fruits, si j'ose dire. Pas comme les Saadiens, en l'occurrence. Oui, justement. Alors, justement, c'est là où il y a toute l'équation. Le commerce maritime est devenu faible et surtout, les droits de douane sont perçus par les puissances qui nous ont prêté de l'argent, c'est-à-dire d'abord la Grande-Bretagne, et ensuite, n'oublions pas que nous sommes au temps de Abdelaziz, qui s'est endetté également, et donc la dette a augmenté, que ce soit du côté britannique ou du côté français. C'est-à-dire, il y a une théorie qui dit que le Maroc n'a pas vraiment perdu une guerre qui a abouti à sa colonisation, le Maroc a été ruiné. En quelque sorte, c'est l'expression le fruit était mûr. Alors, si vous avez le commerce transsaharien asphyxié, si vous avez le commerce par la Méditerranée et l'Atlantique, dans la majorité des revenus sont perçus par les débiteurs. Directement. Oui. Ils se font rembourser directement. Oui. Saisie sur compte. Oui, sur compte. Alors, qu'est-ce qui vous reste comme ressources ? C'est pour cela qu'on peut aussi comprendre la tension qu'il y a eu entre les sultans et les tribus, puisque la pression fiscale devient beaucoup plus importante. Instabilité. Moulay Abdelaziz a bien essayé d'organiser l'impôt, Tertib, et il a subi un refus total.
parce que justement c'est une réforme dans laquelle les gens voyaient une pression fiscale supplémentaire, alors que déjà depuis le temps de Hassan Ier, la pression fiscale se faisait sentir de plus en plus. C'est quelque chose de nouveau par rapport à un moment donné où cette pression fiscale était légère, se limitait à zakawat wal ashar, et donc parce qu'il y avait justement les droits de douane qui permettaient des revenus, des ressources très importantes, que ce soit en Méditerranée, en Atlantique, depuis l'époque par exemple, rien que Sidi Mohamed Ben Abdallah avec le port de Souira, je veux dire les recettes sont colossales, plus le commerce transsaharien également, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau des produits pour lesquels on jouait les intermédiaires, les produits qu'on exportait également et qui étaient à commencer par les céréales, les peaux, la maroquinerie, les laines et j'en passe. On a oublié aussi l'impôt espagnol lié à la dette espagnole. La dette espagnole, oui. Mais c'est les Britanniques qui l'ont payé, et c'est les Britanniques qui se font rembourser leurs dettes. Alors, le Maqri et ses amis reviennent d'Algésiras, en quelque sorte. Mais il reste dans l'appareil marzanien. Oui, il reste dans l'appareil marzanien parce qu'on le voit apparaître également. C'est justement à cause de cette conférence d'Algésiras la goutte qui a fait déborder le vase pour que les Marocains pensent à changer Abdelaziz par son frère Abdelhafid, c'est-à-dire le sultan du djihad, pour essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Nous sommes en 1907, juste un an après. Le mouvement se déclenche et se termine par l'intronisation de Moulay Abdelhafid pour sauver ce qui est sauvable en quelque sorte dans un contexte très délicat et très difficile puisque, comme on avait dit, les ressources tarissent et les besoins d'emprunter deviennent de plus en plus importants parce que justement les défis étaient énormes. Donc le Maqri, il fait partie du staff. Pareil, au début il était azizien, c'est-à-dire avec Abdelaziz, et puis finalement il se convertit en faveur de Moulay Abdelhafid. Il reste dans l'appareil du Marzen. Il est attaché à l'un des ministres parce que le premier gouvernement de Moulay Abdelhafid, qui était composé par le Madani el-Glaoui, le grand vizir, le Qaïd Issa Ben Omar, le Qaïd el-Mtougui, les gens qui ont soutenu Moulay Hafid, ils sont dans son gouvernement, mais à Fès, mais on leur a attaché justement des membres du Marzen ancien comme le Maqri. Donc il traverse le changement de sultan. Il n'y a pas de problème, puisqu'on le voit apparaître justement rapidement. Quand Moulay Abdelhafid désigne le fils de Mohamed Moukoum, pacha de la ville de Fès, Hussa, entre 1908 et 1910, et bien quand Hussa de Mohamed Moukoum part chez lui à Zayan en 1910, c'est un fils Maqri qui le remplace à la tête du pachalik de la ville de Fès. À ce moment-là, le Maqri était bien placé dans l'appareil du Marzen. Où est-ce qu'on va le voir apparaître vraiment? C'est en 1910, quand il a été envoyé à Paris en ambassade avec Abdallah al-Fassi, qui est un oncle de al-Fassi, pour négocier avec la France. À l'origine, encore une négociation ratée, parce que ils partent en mai 1910, ils ne reviennent qu'en juillet 1911 à peu près. Donc il reste plus d'un an. Il reste plus d'un an à Paris. C'est là qu'on les voit tous les deux. D'ailleurs, on a une photo de Maqri à Paris à ce moment-là. J'ai mis beaucoup de temps à l'authentifier. On est justement en 1910, on le voit dans cette djellaba, etc., avec un Français en béret et en manteau. Je crois que tu allais dire avec une baguette. Parce que j'étais dans les clichés. Non, mais le Maqri, il négocie quoi à Paris en fait? Il a été envoyé justement au début. L'idée, c'est de négocier l'évacuation. Oui, là, ça y est, il a déjà commencé à parler français. Il l'a appris lui-même, je crois. Mais là, c'est un homme mûr. Il a déjà plus de la cinquantaine, sa soixantaine même, je pense. Nous sommes en 1910. Oui, donc si on admet sa date de naissance vers 50. C'est ça. Je crois qu'il l'apprend avec les Algériens de la mission militaire française à Fès. Il va négocier quoi alors? À la base, il va négocier l'évacuation de la Chaouia et même de Casablanca. Et 2 ans après, on a le protectorat. Ah oui, 2 ans après, on a le protectorat. C'était le mystère parce qu'on a les mémoires de Abdallah al-Fassi publiées par l'un de ses petits-fils. On n'a pas malheureusement tous les détails, mais on a en tout cas des correspondances, etc. Parce qu'entre-temps, le Maqri revient prendre les instructions à Fès et Abdallah al-Fassi est resté. C'est Abdallah al-Fassi qui va faire tout le séjour de mai 1910 à juillet 1911. C'est lui qui va faire le séjour en entier. Le Maqri, entre-temps, il va revenir prendre des instructions et il va repartir. Mais en tout cas, c'est parti pour négocier l'évacuation de la Chaouia, ce que les Français au début ont accepté, à condition qu'une police indigène, comme ils l'appelaient, s'installe pour protéger Casablanca qu'ils ne veulent pas évacuer. Et puis à un moment donné aussi, même l'idée d'évacuer Casablanca était sur la table. Et puis finalement, c'est tout l'inverse. Je n'ai pas eu accès aux PV de ces réunions, aux archives de ces histoires-là pour un petit peu comprendre comment on est allé négocier l'évacuation de la Chaouia et de Casablanca. Et on revient pratiquement avec un brouillon du traité de protectorat, parce qu'entre-temps,
justement, l'armée française était intervenue à Fès en mai 1911. La délégation était toujours encore en France, suite à une nouvelle histoire, parce que justement, les tribus du Moyen Atlas se sont réunies à Meknès, à Gourey d'abord et à Meknès, pour introniser un nouveau sultan Moulay Zine, qui a duré 1 mois ou 2 mois, l'origine de l'intervention militaire française de Casablanca. Moulay Zine, c'était la troisième option après Moulay Abdelhafid. Ah, voilà. Justement, toujours pour sauver les meubles. Voilà, on reprochait à Moulay Abdelaziz une proximité avec les Français. Moulay Abdelhafid, pareil. Arrive déjà pour changer de direction, il n'y arrive pas en fait. Il n'y arrive pas. Et donc là, on pense à Moulay Zine, qui est qui en fait? C'est un autre frère de Moulay Abdelhafid, l'un des enfants de Moulay El-Hassan. Et donc en 1912, on connaît l'histoire, donc le brouillon du protectorat est abouti. On dirait qu'un brouillon, en tout cas, on dirait... Alors là, j'ai une question à te poser, parce que tu nous as souvent parlé d'un texte de Moulay Abdelhafid, Da'ou al-Atabi Qadim. Da'ou al-Atabi Qadim. Où est-il ce texte? Il est disponible sur Internet, à l'état brut, je veux dire, il n'est ni annoté, en tout cas. On parle de combien de pages? Je crois une quarantaine, hein, si mes souvenirs sont bons. De sa main, oui, c'est sans... en tout cas, je ne sais pas de sa main, c'est-à-dire quand je dis de sa main, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur et il revient sur le mal du Maroc, il remonte pratiquement aux enfants de Mansour le Saadien. Et donc, il dit quoi? En gros, il dit j'ai signé, mais le mal est profond. Et le mal est le profond. L'histoire va retenir mon nom, mais je ne veux pas être... Je veux expliquer que c'est pas le choix. Voilà, c'est moi qui ai fait la bêtise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il abdique tout de suite après la signature. Il n'a pas supporté rester, et pour sauver les meubles, il dit bon, pas moi. Bon, vous avez l'un de mes frères encore qui est là. Si vous voulez, allez-y, Moulay Youssef. Mais moi, je ne peux pas. Mardash. Voilà. Donc il abdique tout de suite après, c'est-à-dire une manière pour lui de sauver les apparences de son propre personnage. Mais quand on lit Da'ou al-Atabi Qadim, c'est-à-dire je crois que c'est là qu'on peut comprendre toute cette histoire de l'évolution de l'État, et il remonte aux disputes des enfants d'Al-Mansour sur le pouvoir. Oui, Mamoun, Bouffal, c'est... Absolument. Voilà. Et est-ce que pour toi, c'est une analyse historique, politique, c'est de bonne foi, de mauvaise foi? Non, on ne peut pas mettre sa bonne foi en doute, loin de là. Le bonhomme, c'est un document important, ça. Très important. Pourquoi on ne le connaît pas? Je ne sais pas. J'ai aucune idée si l'un des historiens s'est intéressé à ce livre pour en faire ce qu'on appelle l'annotation. L'annotation dans le domaine du manuscrit, c'est-à-dire annoter un document, l'éclairer, aider le lecteur lambda qui ne comprend rien à ce langage décodé, à le décoder facilement, c'est-à-dire par une série de notes de bas de page, une présentation d'abord, des notes de bas de page, et puis une conclusion pour aider les lecteurs lambda à comprendre un petit peu un texte écrit à la méthode dite ancienne. Moulay Abdelhafid connaît l'histoire du Maroc, bien sûr. Oui. Très bien. Comme tous les sultans. Oui, c'est sa famille. Puisqu'il commence son récit aux enfants de Hamd al-Mansour, c'est donc juste après qu'arrive Moulay Ali Sherif. Oui, regarde, on a chaque dynastie, on a 6 chroniqueurs. Si on revient à rien, le Mansour, au moins, on a 3. On a le Fshtali, on a le Oufrani et on a le Maqri. 3 documents de base de la période. Quand on vient à la période alawite, on a pratiquement Boulqasm Zayani, Kensous, le dernier des derniers, c'est Nasiri. Je veux dire, on a des contemporains qui compilent, en général, c'est à la demande des sultans. Oui, c'est le sultan qui demande des chroniqueurs, des compilations. Et c'est comme ça qu'on apprend l'histoire et les leçons d'histoire. Alors, tu vas nous trouver une copie de ce document. Je l'ai sur mon PC, il est disponible. Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il devient? Non, voilà, Moulay Abdelhafid abdique, ou il est poussé sur la touche par les Français? Non, il abdique. D'accord. Il abdique. Je veux dire, Moulay Abdelhafid, il abdique, et l'IOT comprend aussi qu'il risque d'avoir en face de lui un sultan à problème. D'accord. Arrive Moulay Youssef. Oui. Et Maqri est toujours là. Oui. Mais c'est fou. Oui. Mais je veux dire, tout le Makhzen est là. Il n'y a pas que le Maqri. Mais c'est extraordinaire. Il était là avec Moulay Hassan, il était là avec Moulay Abdelaziz, Moulay Hafid, Al Jazeera, il a négocié à Paris. Et en fait... C'est pas fini. C'est là qu'il va commencer une grande carrière. D'abord, il va être nommé Mendoub à Tanja. Mendoub, ça veut dire quoi? Mendoub du sultan, une sorte de Mendoub. C'est pas un délégué, voilà, à Tanja. Ouais. Tanja avec son statut international, donc c'est là-bas qu'il va commencer. D'ailleurs, je crois qu'on le nomme grand vizir au tout début du protectorat. Ensuite, on l'envoie à Tanger comme Mendoub, on le remplace par le Gbass. Gbass, c'est le grand-père de Dr Al-Khatib. Il est de Jdida, c'est lui qui va... Dr Al-Khatib du PJD. Du PJD, c'est ça, son grand-père. Il va gouverner, il va faire les fonctions de
grand vizir. Alors le grand vizir à l'époque, il avait un grand pouvoir parce que c'est lui qui contresignait les dahirs pour publication avant leur signature pour promulgation par le résident général. C'est-à-dire le sultan signe, le Muqri contresigne et il donne au résident général pour promulgation au bulletin officiel. Oui, mais enfin, il signe tout ce que le sultan signe, de toute façon. Oui, il contresigne en quelque sorte. Il contresigne, mais surtout, il avait un pouvoir, puisque dans le bulletin officiel, on trouve beaucoup les arrêtés vizériels. Les arrêtés vizériels, c'est les arrêtés du grand vizir. C'était justement au début le Gbas jusqu'en 1917 ou 19, si je me trompe. Et puis, là, le Muqri va de 17 ou 19 jusqu'en 1955, jusqu'au retour de Mohammed bin Youssef. Il va occuper la fonction du grand vizir. Donc, c'est lui qui va expédier toutes les affaires courantes. Il va prendre des arrêtés vizériels. Il va s'occuper avec les autorités du protectorat par le biais de la direction des affaires gérifiennes, comme il disait, de toute l'administration indigène. Tout passait par lui. C'est la grande roue, comme on l'appelle dans le langage administratif, du Marzen qui normalement gouverne, sous le contrôle des autorités françaises. Mais même si le Marzen ne gouvernait plus, c'est-à-dire on était dans une sorte d'administration directe, mais la procédure faisait que le grand vizir avait un rôle très important dans la hiérarchie de l'administration coloniale, et c'est lui qui gérait toutes les affaires courantes, comme on disait, y compris cette histoire de pendaison des arrêtés vizériels. Par exemple, cette histoire d'héritage des femmes sur les terres collectives ou les sulaliettes qui n'héritent pas ou qui n'héritent pas. Non, c'est juste un arrêté vizériel de 1921 de Muqri qui dit qu'on donne l'indemnité au chef de famille. Le chef de famille, après, s'il mange ses sœurs, c'est son problème. Mais c'est le Muqri, en 21, par une circulaire, qui a décidé que c'est les chefs de famille qui récupèrent l'argent et le texte se tait là. Après, les gars mangeaient leurs sœurs et ne leur donnent pas leur part. C'est pas parce que, soi-disant, la tradition. Non, pas du tout. L'argent est donné au chef de famille et normalement, le chef de famille est responsable de sa famille. Est-ce qu'il y a d'autres arrêtés vizériels de notre Le bulletin officiel est plein d'arrêtés vizériels. Il y en a plein. Chaque dahir, il a des arrêtés vizériels. Chaque dahir est suivi d'arrêtés vizériels, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les lois organiques sur comment on va appliquer un dahir. Donc finalement, ce monsieur le Muqri traverse la période coloniale entière. Même, donc on passe ensuite à Mohammed bin Youssef, il est là. Il est là, toujours grand vizir. L'épisode Ben Arfa, il est là. Oui, il garde son poste, il ne réagit pas, il ne démissionne pas, il ne proteste pas, et il reste. Revient Mohammed bin Youssef, il est là. Ça y est, au retour de Mohammed bin Youssef, c'est terminé. Justement, on n'entend plus parler de Muqri à partir du 16 novembre 1955. Donc c'est l'homme aux 4 sultans. Donc, à peu près. Moulay Hassan, Moulay Abdelaziz, Moulay Hafid, Moulay Youssef, Mohammed bin Youssef. Oui, et même peut-être 6 avec Mohammed V, puisqu'elle a vécu jusqu'en 57. Oui. Donc il a vécu sous l'autorité de Mohammed V. Mohammed Je pensais à Mohammed Arfa aussi. Oui. Voilà, donc 6. Oui. Donc 6. 6 sultans successifs, oui, il a servi leurs ordres. Alors, par exemple, on va revenir un peu des histoires de famille, parce que le Bacha el-Ghlaoui, par exemple, d'abord le Madani et ensuite Tami, ils étaient mariés avec la fille de Muqri. C'est-à-dire comment ces intermariages à l'intérieur du Marzen, quelle que soit la position de la personne, entre les qadis, les pachas, les qaïds, les gens du Marzen, c'est comme ça que se faisait le Marzen de l'époque. Mais qu'est-ce qu'on sait de cet homme-là en termes de vie personnelle, Notable parmi les notables du Marzen, il avait, tous les moyens. L'un des derniers pachas de Casablanca, c'était Ahmad le Muqri, son propre fils, et sa progéniture même a participé dans l'un des premiers lettrés marocains modernes qui ont eu une bourse avec Balafrej, Ahmed Balafrej, Omar Ben Abdjelil. Il y a un Muqri également dans la Syrie, le groupe qui a été envoyé par l'IOT en France par faire sa formation entre 1925 et 1928. Il y avait un Muqri, Omar Ben Abdjelil, Mohamed Ben Abdjelil qui s'est converti au christianisme, Ahmed Balafrej, Mohamed Ben Hassan el-Wazani et d'autres. Un Muqri en figure. C'est-à-dire on a l'idéal type du personnage du Marzen qui a grandi, qui a gravi les échelons à l'intérieur du Marzen jusqu'à occuper une position stratégique, celle du grand vizir, et par un système d'alliance matrimoniale, il donne ses filles à des personnages très importants dans l'État, il marie ses garçons avec des familles très importantes dans l'État, puisqu'on trouve le Pacha Ben Slimane marié à Jdida avec une fille d'Igbas. On a toute une série de ramifications, et ça, c'est classique. Ça se reproduit au lendemain de l'indépendance entre les gens des partis politiques, les gens des affaires, des business, les gens du commerce, les gens du gouvernement, c'est-à-dire comment ces alliances, ces histoires de mariage
continue à structurer un petit peu la nature du pouvoir qu'on a connu, en tout cas à une certaine époque. Eh ben, je suis content d'avoir fait ce podcast. Ça nous permet d'avoir une vision, un éclairage via un personnage sur ce que peut être une élite mrsenienne ou je sais pas comment l'appeler. En tout cas, quelqu'un qui a l'impression qu'il a tenu un rôle important pendant très longtemps. Bien sûr. Et presque tenu la baraque, on a envie de dire. Tu te souviens du Conseil des gardiens du trône? Il en faisait partie. D'accord. Ben voilà. En tant que grand vizir. En tant que grand vizir. D'office, de facto, il était là comme encore toujours la grande roue pour donner légitimité à ce nouveau machin bizarre qu'on n'a pas connu dans l'histoire. Et d'ailleurs, le Glaoui était très offensé par la création de ce conseil. C'est là qu'il a verré sa cutie. Il a dit c'est H. Ben Youssef, sans le retour de Ben Youssef, il n'y a pas de solution pour le Maroc. Et c'est ainsi que l'épisode des gardiens du trône et de Ben Arfa, c'est complètement, comment dirais-je, éteinte d'elle-même dès que le Glaoui a prononcé le mot magique. Mais d'où vous sortez le conseiller du trône? Dans quelle tradition vous l'avez trouvé? Dans quelle histoire vous l'avez trouvé? Ça n'a aucune raison d'exister. Dégagez de là. Il n'y a que le retour de Ben Youssef. Et là, les Français sont tombés des nues. Ça, c'est un petit complément sur la conférence d'Aix-les-Bains. Merci, Mustapha. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Inch'Allah. Salut. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.